Ça y est, à nous Istanbul. Après quelques heures de péripéties pour arriver, on a réussi à trouver notre parking et spot dodo sans trop de problèmes. Le gars super sympa, on lui a sorti nos 4 phrases qu'on connaît en turc, il était refait. Donc là, on va profiter de cette fin d'après-midi pour aller visiter quelques coins historiques qui sont juste à côté. Combien de villes peuvent se targuer d'avoir au moins 3 noms aussi connus les uns que les autres? Autrefois appelées Byzance et Constantinople, on a l'impression que ces appellations nous font remonter tout droit dans le temps. Forcément, une ville légendaire est immense, et c'est pas ces 15 millions d'habitants qui diront le contraire. Alors, impossible de tout visiter, mais on se concentrera sur ses plus beaux quartiers, ce qui fait déjà pas mal de kilomètres. Et voilà, on est sapé comme jamais, n'est-ce pas chérie? Mais c'est qu'il fait chaud là, Malheureusement, depuis le début de l'année, le gouvernement a décidé de faire flamber les prix de toutes les visites culturelles et historiques de son pays. Ce qui fait que si vous voulez par exemple visiter le palais de Topkapi, l'équivalent du château de Versailles, il faudra lâcher 50 € par personne, ce qui, pour notre budget, est hors de question. Car vous verrez, on a repéré d'autres pépites. Les habitants ont été remplacés par des chats. Quelle sorcellerie est-ce donc? Entre ces mosquées titanesques, ouvertes à tous, permettant d'en apprendre plus sur une grande partie de la religion principale du pays, et ces bazars, remplis à ras-bord de toute une collection de souvenirs fabriqués en masse, vous en prendrez plein les yeux, et ce, sans compter les centaines de ruelles dans lesquelles vous essaierez de ne pas vous perdre. Première découverte de la Turquie, on va commencer fort par le site d'Éphèse qui était carrément l'une des 7 merveilles du monde antique. On va pas se mentir, même à 8h moins le quart, il y avait des bus qui débarquaient du monde. Donc là on était arrivé dans les premiers, mais il y a déjà quelques dizaines de personnes, mais ça a l'air quand même magnifique et très grand. On va vous montrer ça. Première cité grecque de cette région, c'est dur d'imaginer qu'à l'époque elle était connectée à la mer. Au fil du temps, la sédimentation et les aléas climatiques ont comblé le bras de mer qui lui permettait d'avoir un petit port. Et oui, car construite au Xe siècle, avant Jésus-Christ, elle en a vu passer du monde. Elle passa notamment aux mains des Romains, durant leur apogée. C'est vraiment un site remarquable, permettant avec un petit effort d'imagination de se rêver en toge et sandales, en train de déambuler vers son théâtre, puis d'aller flâner dans sa bibliothèque, qui est vraiment le clou du spectacle, avec une façade tout droit sortie d'un fantasme d'architecte. Juste à côté d'Éphèse, si vous voulez profiter un peu du temps qu'il vous reste, c'est le village de Şirince qu'il vous faudra visiter. Élu en 2023 meilleur village touristique de l'Organisation mondiale du tourisme, c'est pas un titre en l'air, mais on vous recommande de sortir de l'avenue principale et d'aller dans la campagne autour pour admirer ses façades. Regardez. Hop là, on fait coucou au conducteur. Attention, gros sujet, car endroit nous ayant probablement le plus déçus de la Turquie, Pamukkale. Forcément, on en a les images d'Instagram, mais là, on est face plutôt à un modèle réduit du Disneyland des réseaux sociaux. On a trouvé un spot en face et on a admiré le défilé toute la journée. On n'a pas compté, mais sans déconner, ça ne s'arrêtait jamais. Des milliers de personnes par heure. Alors plutôt que de jouer aux fourmis, on a préféré se lever tôt pour admirer les montgolfières, ce qui fut une surprise pour nous, car hormis la Cappadoce, on ne s'attendait pas à voir ça ici. Le spectacle fut saisissant, l'occasion d'envoyer le drone admirer les bassins. Bref, vous voilà prévenus. En saison, c'est comme ça, loin d'être calme, mais en hors saison, il faudrait revenir pour constater la différence. Ah, ils sont ramenés comme ça sur la charrette. Ah, C'est le ballon qui marchait pas.
Oui. Après un réveil matinal et un petit peu de route, on a décidé de se dégourdir les jambes dans la ville abandonnée de Kayaköy. Il faut savoir qu'elle a été abandonnée pendant la grande catastrophe, qui est en gros la deuxième guerre gréco-turque. Et du coup, tous les Grecs chrétiens sont soit partis, soit ont été massacrés. Et en plus de ça, il y a eu un tremblement de terre en 57, ce qui fait que le lieu a totalement été déserté. On va vous montrer ça. On n'a pas encore eu la joie de découvrir la dune du Pilat en France, désolé. Mais on pense que le sentiment de majesté de la dune de Patara doit être équivalente. Elle surplombe la plus longue plage de Turquie, 18 km quand même. Et comble du bonheur, elle est protégée, car c'est un lieu de ponte pour les tortues de mer. Alors pas question de planter son parasol n'importe où. Par contre, la dune est un vrai festival le soir venu. Des centaines de personnes viennent pour tantôt se prendre en photo, tantôt prendre l'apéro ou encore faire sa demande en mariage. Par contre, le matin, c'est un autre lieu qui se dévoilera à vous. À force d'explorer le sud de la Turquie, on ressent vraiment le côté grec, car ils ont dominé la Méditerranée quand même. Pour preuve, on a visité le site de Chimère. Une légendaire créature y aurait été enterrée par un héros grec, et ça expliquerait les flammes éternelles qui brûlent depuis des milliers d'années. Parfait pour un barbecue entre amis. Sûrement notre meilleure visite de la Turquie. Le site de Termessos est encore peu connu, et pourtant, c'est une ancienne cité grecque, réputée imprenable, et qui n'avait aucun approvisionnement en eau, hormis celle de la pluie. Alors ils ont tout investi dans d'énormes cuves. Impressionnant. Mais le plus fort, c'est tout cet ensemble bâti sur des sommets, directement à flanc de falaise comme le magnifique théâtre. Le site dégage une aura impressionnante, avec des milliers de tombes de soldats grecs, dont un grand capitaine d'Alexandre le Grand, carrément. Ça ne nous aurait pas étonné de voir le lieu dans un Indiana Jones. Quelle autre ville plus centrale peut nous demander de nous arrêter 2 jours, hormis Konya? C'est une très grande ville, ayant une importance religieuse, car le mystique persan fondateur de l'ordre des derviches tourneurs y est enterré, s'il vous plaît. Alors, pour comprendre un peu plus cette branche religieuse, nous avons assisté à une représentation sacrée. Ce fut un moment assez marquant, plein de profondeur et de respect. Petite dédicace à Joki, la chienne la plus calme du monde. Konya, c'est aussi une ville parfaite pour se balader et ressentir l'âme turque. C'est pourquoi, un moment comme ça se partage avec nos amis Alan et Maël. C'est toujours plus sympa à plusieurs.
La Turquie est une terre volcanique. C'est assez impressionnant de voir toutes ces montagnes pyramidales et coniques s'élever dans la région. Alors il n'était pas question qu'on n'aille pas en découvrir un de plus près. Rassurez-vous, il était bien éteint. Mais quand même, c'est parfait pour notre défi physique, vous croyez pas ? Malgré les apparences, on n'est pas du tout en pause, c'est juste qu'on s'est tous les deux pété la gueule en même temps. Salut la team! La Turquie est parsemée de volcans, alors on n'allait pas partir d'ici sans en grimper au moins un. Bon, c'est pas le plus haut forcément, mais il n'y a pas non plus de chemin tout tracé, et on peut vous dire que c'était déjà assez dur comme ça. En plus, on sait pas vous, mais il y a toujours cette petite peur qu'il se réveille d'un coup, comme une épée de Damoclès. Et ça, on pense que c'est un peu ce que vivent les personnes atteintes de la sclérose en plaques. Car oui, la CEP est une maladie en poussée. Ça peut apparaître n'importe quand et s'installer en quelques jours, voire en quelques heures, et durer entre 2 à 6 semaines. Il n'y a pas forcément de lésions ou de séquelles, mais avec le temps, c'est de plus en plus fréquent. Si tu veux nous aider à éteindre le volcan de la CEP, envoie de la force à notre cagnotte en ligne sur Hello Asso, France Sclérose en plaques. Alors chérie, on regrette sa décision ? On marche un pied avant. Allez, on descend. Équipage du Team Outsmoot. Ah, le fameux lac nommé Tuzgulu, ou lac de sel en turc. C'est quand même le deuxième plus grand lac de Turquie, et il ne fait que 1 à 2 mètres de profondeur. Occupant une superficie de 1600 km², il est extrêmement salé, et en été, une majorité s'évapore, ce qui fait toute la beauté étrangère de ce lieu. Bien sûr, c'est exploité. 70% du sel consommé par les Turcs provient d'ici. En tout cas, on espère que la vidéo vous plaît. Elle n'aurait pas été possible sans l'aide de nos sponsors, qui ont fourni de beaux produits venant de chez eux. On vous invite à aller jeter un œil sur leur site. Vous trouverez tous leurs liens en description de la vidéo, bien sûr. Une des régions les moins connues de la Cappadoce, la vallée d'Ilara. C'est en fait une gorge de 15 km de long. Elle est connue pour abriter de nombreuses habitations troglodytes, dont pas moins de 50 églises creusées dans le tuf. Juste avant de vous enfoncer près de sa rivière rafraîchissante, vous pourrez explorer une très belle et grande cité, comprenant la cathédrale de Sélimé. On pense que cet endroit mérite une visite d'au moins une journée, surtout que vous devez payer un billet à la journée pour visiter ce lieu. Mais ça vaut le coup pour être loin de la foule. S'il y a bien un endroit en Turquie qui fait rêver dans le monde entier, qui est synonyme de couleur, de monde féerique, on pourrait presque dire de monde fantastique, c'est bien la Cappadoce. On passera de cheminées de fées sauvages à celles domestiquées en maisonnée, ou bien en chapelles secrètes. Creusée dans le tuf, la roche volcanique assez tendre pour rendre ce miracle possible. En plein cœur de l'Empire ottoman et donc islamique, une communauté de chrétiens y ont subsisté pendant plus de 9 siècles, d'où les églises et autres lieux de culte chrétiens. Franchement, on a été conquis. Niveau météo, on a eu de la chance, avec des températures super bonnes après une canicule suffocante. Nous avons aussi trouvé qu'il y avait moins de touristes que ce qu'on pensait. On arrivait à trouver des spots seuls ou quasi seuls.
Et le matin, on avait à peine quelques mariés venant s'épouser au premier rayon du soleil, ou bien les Cadillacs et les femmes venant faire la photo de leur vie avec leurs longues traînes sans vent. Les montgolfières, parlons-en aussi. Lorsque leur doux son, c'est ironique, viennent vous réveiller au petit matin, on s'étonne de voir comment leur vision donne un rendu irréel aux alentours. Alors que ce ne sont que des maigres ballons portant des dizaines de chanceux volant par magie. C'est à voir une fois dans sa vie. Point négatif, mais qui n'a rien à voir avec l'endroit, on a été malade à en crever pendant 4 jours, ce qui a bien limité notre exploration après coup, avec la fatigue. Mais ça ne nous a pas empêché de tomber amoureux de l'endroit, c'est dire. Après 2 jours à être malade au fin fond de la Cappadoce, on a décidé de rattraper le temps perdu en allant visiter la vallée rose et rouge avec une petite randonnée qui en fait le tour. Bien sûr au coucher du soleil, on va vous montrer tout ça. T'as la deuxième corde là, deuxième corde. Ça tu me... En tout cas, il fallait qu'on y réalise un de nos défis. Comment c'est gigantesque, on va se perdre en 2 minutes. Salut la team! Aujourd'hui, on s'est posé la question, si l'humanité serait capable de vivre à long terme sous terre, car certains disent que c'est le futur pour survivre. Eh bien, on peut déjà vous dire que ce sera pas de la joie. Pour ce faire, on a visité la cité souterraine de Derin Kuyu. C'est une vraie fourmilière, s'enfonçant jusqu'à 80 mètres sous terre, pouvant abriter 20 000 personnes plus leur bétail. Et ce, pour s'abriter des guerres notamment. Et tout ça au 8e siècle avant Jésus-Christ. Alors, scientifiquement, qu'est-ce que ça fait de vivre sous terre pendant longtemps? Eh bien, pas du bien. Bon déjà, il y a le décalage horaire, mais ça au pire, c'est pas bien grave. Une Espagnole a passé 510 jours sous terre, seule, et elle a pensé en avoir vécu que 160. C'est fou. Mais il y a d'autres conséquences. Le manque de lumière naturelle, plus le décalage du rythme, fait que notre corps est en état de stress permanent, une sorte d'état de survie, ce qui engendre une faiblesse de l'organisme et un manque de vitamines, engendrant un risque de maladie chronique plus élevé et une inflammation du corps. Tiens, un peu comme la sclérose en plaques. Donc si toi aussi tu veux qu'on apprenne plus sur la CEP, voire même qu'on arrive à la battre, soutiens notre cagnotte en ligne sur le site Hello Asso de la Fondation France Sclérose en plaques. Et voilà, la Cappadoce c'est fini. Après 5 jours à l'explorer du mieux qu'on a pu, il est temps pour nous de reprendre la route. Mais avant, pour le premier soir hors de la Cappadoce, on rencontre un Italien qui voyage à moto. Alors on va l'inviter à dîner. L'hospitalité française, vous connaissez. Le repas, l'italien. Après une nuit dans un camping à côté de Gaziantep, il est temps d'aller découvrir cette ville réputée pour sa gastronomie et sa cuisine. Donc forcément, ça va être une journée riche en découvertes. Oh, ça sent bon. Ça sent super bon. Premier petit déjeuner, deuxième petit déjeuner. Vis ma vie de hobbit. Eh bah oui. Après un petit déjeuner un peu riche, on s'est arrêté prendre un café, et pas n'importe où, au café le plus vieux de Gaziantep, il a 417 ans. Et j'ai pas vraiment pris un café, j'ai pris un Melengic café. C'est un café à base de graines de pistache sauvages. C'est original, exotique.
Ouais, c'est par ici. Ouais. Après avoir fait le tour de la vieille ville, pour digérer un petit peu, on a trouvé un super resto pour ce midi. Jamais 203. Allez, premier round. Le deuxième round. La région de Gaziantep est un vrai plaisir à découvrir, par les petits chemins au milieu des fameux pistachiers, dont la région tire fortune. On s'arrêtera sur un promontoire, surplombant la fameuse Euphrate. Le fleuve est avec son frère le Tigre, l'un des deux ayant connu la civilisation mésopotamienne, l'une des premières au monde. Le fleuve est parcouru de constructions de différents peuples. Sur notre gauche, une ancienne forteresse troglodyte ottomane. Sur notre droite, le tombeau d'une princesse romaine. Malgré qu'on soit perdu au bout du monde, les locaux viennent souvent y passer un moment. Et faut dire qu'on était devenu l'attraction du coin. De quoi se faire plein de souvenirs et de moments marrants. Une belle parenthèse, simple. Trop chaud. Ouais. Pour pousser toujours plus loin le délire de s'enfoncer dans le désert, on ira jusqu'au bout de la Turquie, tout près de sa frontière très gardée avec la Syrie. C'est vraiment phénoménal, comme on a encore l'impression d'avoir parcouru des milliers de kilomètres dans un autre pays. Ici, on ne croisera que des bergers à cheval, souvent ayant encore des dents de lait. C'est une autre vie. Aujourd'hui, on roule un peu, mais parce qu'on va découvrir des endroits qui sont vraiment perdus au fin fond de la Turquie. Là, pour vous dire, on est à moins de 100 km de la Syrie. Littéralement, on pourrait presque la voir du haut de la colline. Plutôt que d'aller visiter un site archéologique déjà dévoilé et étant devenu un musée, on a préféré trouver un site encore en cours de découverte afin d'admirer le travail des archéologues et conservateurs. C'est phénoménal de se dire qu'il y a 15 000 ans, des gens vivaient dans ce désert. On a hâte de suivre les découvertes faites ici. Le voyage n'avance pas tout à fait à la vitesse que l'on veut lorsqu'on croise des moutons. Ils sont trop beaux. Ils sont trop mignons. Regarde, ils venaient.
l'un des incontournables de la Turquie. Ici, à 2200 mètres d'altitude, au sommet d'un mont portant le nom d'un légendaire roi de la Bible et du Coran, Nemrod, un autre roi, lui bien réel, a décidé de s'y faire construire un monument funéraire, pas comme les autres. Il savait ce qu'il faisait à l'époque, avec ses 2 terrasses positionnées à l'ouest et à l'est, pour que toujours le soleil l'éclaire en premier et en dernier. C'est d'ailleurs à ce moment-là que le plus grand nombre de visiteurs viennent. Pour nous, ce sera 3 heures sur place, à bouquiner et savourer un bon pique-nique devant les têtes médusées des dieux antiques. On est en chemin vers le sud de la Turquie, vraiment à la frontière de la Syrie. Mais bon, ça fait quand même 2h30 qu'on roule, donc on va faire une petite pause à Diyarbakir et découvrir cette ville avec une enceinte fortifiée qui date de l'époque romaine. Ici, c'est une ville faite pour prendre le temps. Sauter de âne en âne, non, pas l'animal, mais bien l'auberge datant de la route de la soie. Vous pourrez y prendre un bon thé ou chai avant d'aller voir une des 5 mosquées les plus importantes du monde musulman. Pour nous, ce sera surtout les rencontres qui nous auront marqués. On a l'impression qu'à chaque arrêt, on pouvait trouver un ami. Entre un bonbon offert au parc ou le guide de la mosquée et les gérants d'un coffee shop, on a bien été servi. Ça y est, on est à Mardin, on est quasiment au point le plus au sud de notre voyage en Turquie. Ça va être demain le point le plus au sud. Et là, on commence à se dégourdir les jambes. Parler de la Turquie sans évoquer les Kurdes reviendrait à terre cette énorme partie de la population ayant été bien trop oubliée. Ce peuple vit à cheval sur plusieurs pays, mais c'est Mardin leur sorte de capitale à eux. Et il faut dire qu'elle en a tous les aspects, d'une beauté aussi durable que la solidité de ses murs. Les allées et façades ont un air de Moyen-Orient fantasmé. Certes, la ville en elle-même est très touristique, mais ça peut faire un bon point de départ pour explorer les alentours, comme nous allons faire. Un très bon exemple de ce que la région peut vous offrir en visite sympathique est le monastère de Saint Ananias. A l'origine, le lieu était un temple pour le dieu mésopotamien du soleil, Shamash. On trouve encore le lieu de culte dans le sous-sol. C'est assez impressionnant étant donné qu'il a 4500 ans. Le monastère étant encore en activité, la visite est assez rapide pour ne pas déranger les moines. Mais vous pourrez profiter de l'architecture à plus savoir quoi en faire. Littéralement aux portes de la Syrie, vous aurez aussi la cité antique de Dara, une cité troglodyte, ayant surtout servi comme nécropole. Une grande partie du site est en visite libre, forcément il y a 9 km de superficie. Mais vous pouvez aussi explorer la grande cuve souterraine, assez bien préservée, si le cœur vous en dit. On approche déjà de la fin du voyage en Turquie. Actuellement, on est tout à l'est. On est plus précisément à côté du lac Van, ça dépend comment on le prononce. Et on est en train de se poser dans ce qu'on pourrait appeler une sorte de camping, ce qui n'en est pas un. C'est juste géré par le seul habitant du coin depuis 20 ans. Il a proposé le thé gentiment, forcément on est en Turquie. Et on dort dans un volcan. Là tout autour, ce que vous pouvez voir, c'est les rebords du cratère. Même plus loin là, c'est juste une petite colline. Et on dort dans une caldeira avec 2 lacs. Là on est devant le plus petit. Hop, juste là. Mais il y a le plus grand qui est juste derrière. J'enverrai peut-être le drone pour aller le voir. Et le plus impressionnant, c'est qu'il y a des ours, il y a une famille d'ours qui habite dans le coin et on en a vu déjà un passer tout à l'heure sur la route, dire coucou aux passants. Donc on verra ce soir si on a l'honneur qu'ils viennent nous dire coucou. Bref, vous allez voir, on va se poser de nature en nature pour préparer la suite du voyage.
deuxième spot nature. Ok, il y a un peu de vent, mais c'est parce qu'il y a une tempête qui arrive. Alors on va essayer de la subir du mieux qu'on peut. Tout à l'est du pays, au pied du plus grand sommet et volcan de Turquie, le mont Ararat, dont le sommet blanc nous regarde de haut. On visitera une forteresse plutôt bien conservée, avec notamment un grand harem. Mais c'est surtout la rencontre avec un couple de backpackers français et leur fondue turc qui nous a marqués. Ah oui, ouais, bah oui. Allez, il est temps de prendre une dernière piste, histoire d'échauffer nos roues pour le prochain pays. Qui sera le dernier? J'ai nommé la Géorgie. Et franchement, pour une dernière, elle fut mémorable. Le long d'un grand lac, à passer de ferme en ferme, jusqu'à se poser avec un sunset en or. Comme quoi, jusqu'au bout de la Turquie, elle fut incroyable. Allez! Il est temps de finir avec un dernier défi. Salut la team! Et oui, on s'est fait avoir par l'ambiance turque. Et quoi de mieux à fabriquer et à ramener chez nous qu'une lampe typique? Façonnées depuis des millénaires dans ce coin du monde, les lampes à mosaïque ne sont pas faites pour éclairer une pièce, mais plutôt pour transmettre une chaleur douce et réconfortante, propice à la relaxation. En plus, vous pouvez choisir les couleurs que vous voulez, en fonction de ce que vous préférez ressentir. Pour la sclérose en plaques, on peut envisager la chromathérapie pour se détendre ou au contraire se dynamiser. Bien sûr, cela n'est pas prouvé scientifiquement, mais peut valoir le coup d'essayer. Sachant qu'il y a parfois des atteintes oculaires avec de la photophobie, on peut aussi opter pour des verres avec des filtres thérapeutiques, non remboursés malheureusement, mais qui pourraient soulager un peu. Comme quoi, la lumière peut aussi être un allié insoupçonné. Comme nous tous, si on se met tous ensemble pour vaincre la CEP. Chaque coup de pouce à notre cagnotte en ligne sur Hello Asso pour la Fondation France Sclérose en plaques est une grande avancée.